Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 48e podcast de Golasso. On a fait Braga il y a quelques jours avec Mathieu et Arthur et aujourd'hui nous allons parler du FC Porto. Le FC Porto qui a connu un été ou plutôt un printemps assez... un printemps, un automne plutôt... non, c'est un printemps, je suis fou, je me perds dans les saisons. Un printemps assez particulier avec le changement de direction et surtout de président avec Pito da Costa qui après de bons et loyaux services, après tant d'années à la présidence du FC Porto, a dû partir et se laisser sa place à André Villas-Boas, qui a largement survolé les débats et les votes avec les sociaux qui ont voté majoritairement pour André Villas-Boas et son nouveau projet. Donc voilà, un changement d'air pour le FC Porto, un changement de président, un changement aussi d'entraîneur avec le départ de Sergio Conceição après 7 ans là aussi de bons et loyaux services au sein du FC Porto, place à son adjoint Victor Bruno. Donc voilà, on va débattre de tout ça. On va débattre aussi de la pré-saison, des recrues qu'il n'y a pas eu, mais aussi des matchs amicaux et de la Super Coupe qui va arriver très vite au sein de ce club-là. Et avec moi, j'ai Kevin. Comment tu vas, Kevin? Très très bien Alex. Bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs qui vont nous écouter demain ou dans les jours qui arrivent. Ravi d'être là et ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Donc, Ouais. je reprends du service pour un podcast donc un nouveau format qu'on a mis en place. Donc je suis content pour ça. J'ai aussi Louis. Comment tu vas, Louis? Salut Alex, ça va et toi? Salut Kevin, très beau maillot. Ouais, pareil, on reprend du service. Ça fait longtemps les politiques étaient un peu abonnés absents ces dernières semaines, mais De ouf. on revient faire un bilan parce que notre chef il allait nous taper sur les doigts et on revient faire un bon bilan parce que je pense que c'est vrai il y a matière à parler ce soir avant de commencer la saison parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Effectivement, on va commencer déjà par le commencement. Enfin, on va pas vraiment revenir à ce qui s'est passé en avril, parce que voilà, on a fait un long podcast, ou plutôt un long space sur le fait que, voilà, que Pito da Costa a perdu sa place au profit d'André Villas-Boas. Voilà, on a parlé de tout ça, on a parlé de ce qui pouvait arriver, de pire si Pito da Costa serait resté, et plutôt ce que peut apporter André Villas-Boas en tant que président, mais je vais faire quand même un petit tour de table parce que vous, je crois pas que vous étiez présent sur le space de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc voilà, un petit tour de table vite fait, vraiment en quelques mots, sans trop s'attarder sur ce débat-là, sur le fait Si de j'étais ce là choix. moi. T'es là, Louis? J'étais Ok. peut-être là Ouais, aussi, je j'étais crois. là. Vite fait, alors en quelques mots, résumé, Louis et Kevin, de ce que vous pensez de ce changement de président et de cette nouvelle ère qui va se passer du côté du FC Porto. Louis, en quelques mots, et Kevin, tu compléteras. Bon. Ok, vas-y, je commence alors. C'est de bon augure, c'est ce que nous on voulait en tant que sociaux, comme tu l'as dit, majoritairement, il a pété tous les scores AVP, et je pense que c'était vraiment un changement voulu de la part de tous les sociaux de Porto. Moi, Kevin et le reste des poutistes du groupe Golasso, c'est vrai que si tu regardes bien dans notre entourage, etc., il y avait, je pense, pas grand monde qui était pour le fait qu'on continue avec Pinto da Costa. Il fallait vraiment un renouveau dans notre club, au sein de la direction, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses de vieillots, de malsains. Et c'est vrai que on a de ces dernières semaines, on va un peu plus l'approfondir par la suite. On a un bol d'air frais dans notre club qui passe par la communication, qui passe par comment on gère les finances et tout ce qui s'ensuit. Donc là, pour l'instant, on va dire que le meilleur choix a été fait. Pour l'instant, je dis bien. Et il est plutôt net, clair et précis. Kevin, ton avis sur ce changement de président, sur ce départ de Pito da Costa, le plus grand président de l'histoire du football, je pense, avec tous les titres qu'il a gagnés, avec la longévité qu'il a eue au sein du FC Porto, mais qui était vital pour le besoin du club et cette arrivée d'André Villas-Boas. Oui, bah, de toute façon, on avait fait quand même un hommage à Pinto da Costa quand il était parti. Mais oui, bah, c'était la fin d'une ère et il fallait vraiment passer à autre chose. Et même, ça aurait dû être le cas depuis quelques années parce qu'on n'était vraiment pas à la page, parce que maintenant les clubs évoluent et nous, on restait à l'ancien temps. Mais comme l'a dit Louis, enfin, il y a plein de choses nouvelles qui ont apparu dans le club, comme par exemple, pas nouvelles, mais des trucs qui ont été supprimés par l'ancienne direction, par exemple la présentation des joueurs aux sauces
qui avait été supprimée, la communication, où on voit que maintenant le club est de plus en plus proche de ses socios et essaie de faire en sorte de les intégrer de plus en plus. Enfin, c'est des choses qu'on voyait pas avant. Enfin, on voyait avant, mais pas très récemment, parce que c'était pas des choses qui comptaient pour le club. Et ça fait du bien parce que de base, comme on dit, le club, c'est aux socios, c'est pas à la direction, il n'y en a pas aux investisseurs ou autres. Et sur le coup, bah, là, on le voit depuis quelques semaines que, enfin, en termes de communication, en tout cas, euh, ça marche très bien du côté du FC Porto et ça relance un peu cet engouement du côté du FC Porto où on voit par exemple même, j'ai vu l'info sortir comme quoi plus de 5000 nouveaux adhérents au sein du club. Enfin, ça montre que ça marche et que le besoin de changement était crucial plutôt. Ouais, tout à fait. Et, bah, notamment, on fait ce podcast le lendemain de la présentation des joueurs du FC Porto, avec quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Dites-moi si je me trompe, mais moi, depuis que je suis le club, j'avais jamais vu les joueurs sortir des tribunes pour se présenter. Ils sortent généralement du tunnel. La présentation n'avait plus lieu depuis au moins 4-5 ans, des mémoires. Mais avant, c'était toujours par le tunnel. Là, c'est vraiment sur les tribunes. Enfin, on avait une image notamment avec Rodrigo qui est Je sorti te de dis tribune. pas de bêtises, c'est 2018 Monaco. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Vraiment, 2018 ou 2019, je crois que c'est ça. Je crois que tu as raison. donc voilà, on a une petite image avec Rodrigo Mora qui sort des tribunes et même qui était vraiment au milieu des supporters. Enfin, tu te dis limite, en France, c'est impossible de faire ça parce que avec le peu de sécurité qu'il y a en France ou autre, tu peux vite avoir un joueur qui. Parce qu'il y avait vraiment aucune sécurité, quoi. Il y avait juste deux assistants qui étaient là pour les joueurs, mais vraiment une sorte de famille en quelque sorte. Où vraiment on sentait vraiment que Villas-Boas va mettre l'accent sur le rapprochement entre les sociaux et les joueurs. J'ai trouvé ça vraiment formidable hier. Et voilà, c'était vraiment, on sent vraiment que même si au niveau du recrutement ou autre, bah, c'est le néant, parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas d'argent au sein du club, on sent que dans la communication, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est très intéressant. On va parler du coup du premier changement qu'il y a eu, avec le départ Je peux rebondir sur ce que tu as dit. Ouais, vas-y, Juste sur le fait des joueurs qui sont rentrés au milieu du public, c'est un truc qui devrait être normal et surtout dans notre club à nous, parce qu'en fait, on est déjà de base, on est un peu un club du peuple, faut pas l'oublier. On était un peu le club pauvre du Nord et on nous voit un peu comme les campagnards du pays depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous ressemble de base. Et comme tu l'as dit, l'engouement qu'on voit dans la vidéo de Rodrigo Mora filmée en première personne, et ben, en fait, c'est quelque chose qui m'a. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble au club, qui ressemble la réaction du public, comme on l'a, on va dire, assez brutal, tu vois, par les gens, comment ils l'accrochent, etc. Tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble, qui est vraiment dans notre ADN de base. Et en fait, revoir ça et revoir un peu de naturel dans une présentation et de la refaire surtout. Moi, franchement, hier, je peux que tirer un grand chapeau à l'organisation et à la logistique de la présentation. Même le fait d'avoir fait un clin d'œil pour Luis Castro, Alex Telch, Otávio. Tout ça, je trouve que ça a été très très bien mené et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça hier soir. Même le fait de faire confiance en fait aux supporters, parce qu'encore une fois, moi je dis en Ouais. France, je suis pas sûr que le joueur s'en sort indemne, on va dire. Genre, forcément un truc qui dérape en fait, tu vois. Genre, je pense qu'il y a quand même des clubs que oui. Mais genre vraiment, tu sentais que vraiment une confiance au sein des supporters, au sein de même des joueurs qui l'ont très bien pris. Il n'y en a aucun qui a eu un geste brusque parce que vraiment les joueurs étaient vraiment accrochés. Il n'y en a aucun qui a eu un geste brusque. Au contraire, ils étaient contents d'être là. Vraiment, non, chapeau de la part de la direction, des joueurs, des supporters qui sont bien comportés. Non, très très bien. J'avais juste une petite question avant de passer sur le sportif. C'était au niveau des supporters. On a vu tout ce qui s'est passé avec les Super Dagange. Hier, l'ambiance, elle n'était pas au beau fixe par rapport à ce qu'on a connu du stade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à tout ce qui s'est passé au sein de ces supporters, de cette association en quelque sorte, et comment ça va se mettre en place dans les années qui vont venir? Voilà, un peu, je veux savoir si c'est l'ambiance qu'on a connue au sein du FC Porto va revenir dans quelques années ou bien ça va être très compliqué. Louis. Alors, c'est une question dont. Enfin, la dernière partie de ta question, j'aurais du mal à y répondre tout de suite, mais j'ai peur, je vais commencer par ça. J'ai un peu peur, parce que je sens que toi, tu as connu un peu cette restriction qu'il y a eu au niveau de tes supporters et tes ultras dans ton club de cœur qui était au PSG.
j'ai l'impression qu'on va sur une politique où, ok, on va vous laisser de la place. Je sais pas si on peut enlever tout. Hein. Enfin, hier, on ne savait même pas qui était sous Pellegrini. Enfin, il y avait. Ils ont tout resserré, il n'y a plus qu'une porte maintenant. Ouais, Il n'y a plus qu'une ça. porte. Il y a plus que la porte à Voigt, la fameuse. Ils ont tout resserré. Voilà, je sens on va entrer quand même sur quelque chose de pas, je dirais pas draconien, mais vraiment quelque chose qui va devenir beaucoup plus serré, beaucoup plus strict. Nous, on nous a demandé à remplir un formulaire, mais pas un formulaire bateau comme on pouvait l'avoir avant avec des billets qui étaient soi-disant nominatifs, mais qui n'étaient pas vraiment. Là, on rentre sur quelque chose de très sérieux, très concret, très rigoureux, et on va pas laisser la place aux excès comme il y a pu l'avoir auparavant. Donc, qui dit pas place aux excès dit forcément qu'il y a plein de gens, et c'est là où je pense qu'il y a peut-être un petit aspect négatif. Il y a plein de gens qui allaient dans cette tribune-là sans juste en payer leur billet et qui chantaient très bien sans forcément avoir tout le côté social, etc., ou tout le côté, entre guillemets, supporter propre, si je peux utiliser ce terme-là. Donc là, on rentre sur quelque chose un peu plus militaire. Est-ce que ça va être bien? Je sais pas, je le crains un peu, parce que vu ce qu'on a vu hier et vu comment la tribune est réduite, ça fait quand même, on a quand même enlevé quasiment 2 tiers de la tribune. Donc ça fait quand même, je pense, un sacré chiffre de perdu. Donc je suis un peu sceptique par rapport à ça. J'attends de voir. Après, je pense qu'il y a quand même du bon là-dedans. Ça veut dire il y aura peut-être une tribune qui va être vraiment, vraiment en flamme et qui va être très bien réglementée. On va pouvoir avoir le retour de certains shows pyrotechniques, etc. Qu'avant, il y avait énormément d'arrangements avec la direction pour éviter des amendes. C'était très, très rare. Et quand la direction donnait le feu vert au Super Rouge, tout simplement, c'était comme ça que ça marchait. Donc voilà, j'ai un côté sceptique, mais un autre côté qui me dit que peut-être qu'on va pouvoir faire les choses un peu plus proprement, mais qui dit proprement dit aussi moins dans le code ultra, et déjà que de base on était quand même vachement critiqué par rapport à ce code-là. On va voir par la suite, je pense que là on n'a pas encore toutes les réponses, on va encore voir comment ça va se passer, etc. Sachant que ça fait même pas une semaine que les formulaires ont été remplis pour ceux qui voulaient rester en tant qu'SD. Mais comme l'a dit Kevin, on est aussi, il a cité le fait d'avoir 5000 sociaux de plus. On est sur une politique on veut des sociaux, on veut des Lugaran World, et on veut quelque chose de propre. Voilà, comme j'ai déjà dit, vraiment quelque chose de très réglementé, etc. Et beaucoup de gens qui étaient dans cette tribune-là, qui étaient juste des gens, entre guillemets, pardon, j'ai un problème avec l'AirPod, qui était juste quelque chose de... Ça m'a perturbé, pardon. Qui venaient là et qui payaient leur billet et qui chantaient, bah là, vont un peu plus s'éparpiller dans le stade. Donc je pense qu'on va peut-être venir plus à une ambiance, allez, peut-être anglaise, si je peux me mouiller, du fait que ce sera plus le stade qui va être qui va être un peu plus en harmonie, sur des chants un peu plus communs, sur 2-3 chants qui vont un peu tourner tout le temps, et peut-être moins avoir le faux poudre du côté d'Apple Tower. Et voilà, par contre, du côté du Collectivo, ça ne changera rien parce que c'était déjà bien encadré, ils avaient déjà leur partie, ils avaient déjà leurs droits, ils étaient déjà tous en Lugalan World, etc. Donc voilà, Lugalan World, je définis pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est vraiment, tu as ta chaise durant toute l'année, elle est marquée, elle est à ton nom, enfin, elle est à ton nom. Tu as ton chiffre et tu restes à la même place toute l'année. Voilà. C'est un abonnement encore, en quelque sorte. Ouais, c'est un abonnement. On va passer du côté sportif maintenant, avec le changement d'entraîneur, avec le départ de Sergio Conceição. Légende ou pas, certains diront que oui, certains diront que non, mais qui a fait du très bon travail au sein du FC Porto avec 7 ans et 7 titres. Je rappelle, 3 titres de champion en 2017-2018, en 2019-2020 et en 2021-2022. 2 Coupes du Portugal en 2019, non, 3 Coupes du Portugal en 2019-2020, 2021 et 2022, et là récemment avant son départ, et 2 groupes. Donc voilà, c'est 8 titres en 7 ans, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en mémoire, mais c'est à peu près ces choses-là. De l'excellent travail, avec notamment en Europe, du moins bon aussi, avec des titres de champion perdus, une non-confiance en la formation, une image déplorable pour le football portugais et pour l'FC Porto. Sergio Conceição a été remplacé par son adjoint fidèle, qui était son adjoint depuis 12 ans ou 13. Depuis son adjoint depuis toujours, depuis que Sergio Conceição a entraîné en professionnel. Vitor Bueno était son fidèle adjoint et il l'a remplacé au sein du FC Porto, donc Vitor Bueno a été nommé en tant que numéro 1 de la part d'André. Voilà, il y a une sorte de remue-ménage avec une sorte de trahison qui a été expliquée par Sergio Conceição, que Vitor Bueno a démenti.
Voilà, Kevin, qu'est-ce que tu en penses de ce changement? Alors, c'est compliqué de parler de Victor Bruno parce que finalement, à part les matchs amicaux, mais on en reparlera plus tard dans ce podcast, on n'a pas vraiment de précédent sur comment joue Victor Bruno, son système, ses dynamiques de jeu, s'il fait confiance en la formation ou pas. Voilà, on n'a pas grand-chose sur Victor Bruno. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce choix-là? Est-ce que tu aurais choisi quelque chose d'autre? Est-ce que tu es content d'avoir cette sorte de continuité? Parce que voilà, je pense que dans l'optique où le FC Porto n'a pas de sous, n'a pas d'argent, il ne peut pas prendre non plus un entraîneur de renom, parce qu'un entraîneur de renom coûte cher. Et là, voilà, le fait d'avoir un Victor Bruno, donc d'avoir un salaire assez bien moins conséquent que si tu prenais un entraîneur de renom ou un nouvel entraîneur, tout simplement. Victor Bruno, bah, continue aussi dans une continuité qui a fonctionné au sein du FC Porto avec Sergio Conceição. Tu payes un entraîneur moins cher que Sergio Conceição, tu fais une économie je crois, de 7 millions à l'année, un truc comme ça, ou 5 millions à l'année, ce qui est énorme pour le FC Porto. Donc tu fais une économie de salaire, tu as une continuité, tu as de la compétence, parce que Victor Bruno, je pense, est compétent. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es content de ça? Ou bien tu aurais préféré comme un nouvel entraîneur, quitte à ce que l'aspect économique soit pas vraiment la priorité? Déjà, tu as été assez complète, tu as quand même dit pas mal de choses sur son cas. Mais oui, après, pour le coup, au départ, je pense que la plupart des socios étaient un peu étonnés de cette nomination, parce qu'on s'attendait tous à avoir du changement en tant que coach, surtout quand on a connu 7 ans Conceição, et qu'on se dit que on va prendre l'adjoint, on va se dire il a les mêmes intentions de jeu, il a la même politique, il travaille de la même façon. Et en fait, après mûre réflexion et au vu un peu de la pré-saison, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même type de coach, en tout cas. Après, peut-être dans la manière de jouer, on verra par le temps, parce que là, c'est un peu dur de le dire. Mais en tout cas, sur le discours, j'ai l'impression que c'est vraiment un coach qui marche beaucoup plutôt à la communication. Un coach quand même intelligent qui va quand même expliquer ses choix aux joueurs, qui va essayer de remettre les joueurs en confiance. Enfin, j'ai l'image par exemple, de joueurs comme Carmo, comme Raimé, comme André Franco, des joueurs qui étaient un peu mis au placard, et que là, tu sens qu'il a réussi quand même à leur donner un peu confiance, et tu vois que ça se traduit par des prestations déjà un peu meilleures, et ça se voit que c'est un bon communicant. Enfin, je trouve que c'est un coach qui il n'a pas la même aura que Conceição, mais tu sens qu'il connaît le foot. Tu sens qu'il va t'apporter quelque chose et que c'est pas un incapable. Enfin, j'ai regardé, je crois, pendant 14 ans assistant de Conceição, c'est pas anodin. Enfin, c'est que le mec avait quand même des compétences pour être entraîneur principal. Juste, je sais pas pourquoi il n'a pas été avant, mais en tout cas, c'est un vent de fraîcheur. En tout cas, on aurait pu croire que c'était pas un vent de fraîcheur, mais pour le coup, c'est un bon vent de fraîcheur. Et même, par exemple, la flash interview là, qu'il a fait hier, tu sens que c'est pas Conceição. Tu sens qu'il parle foot. Tu sens que ce mec, il va t'expliquer ses choix et qu'il va pas être dans le blabla. Non, je te raconte ci parce que j'ai fait ça. Mais non, il va dire voilà, j'ai fait ça concrètement et moi, je parle que de foot. Je parle pas de polémique ou autre. Donc, Ouais, voilà. totalement. Hier, c'est vrai que 3 minutes, que je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'interview. 3 minutes 30 de football, ce qui est rare avec un entraîneur du FC Porto. C'était vraiment agréable de l'entendre parler. De quoi une belle communication. Et comme tu l'as dit, de toute façon, tu n'es pas entraîneur adjoint de Sergio Conceição, qui est peut-être l'homme peut-être le plus exigeant possible du circuit au niveau du football portugais. Si tu n'es pas un minimum compétent et travailleur, tu ne restes pas autant d'années avec Sergio Conceição. Louis, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette arrivée de Victor Bruno à la place de Sergio Conceição? Bah alors déjà, de base, je pense qu'on y a tous pensé un jour. Du fait que durant les nombreuses suspensions de Serge Conceição, quand il prenait plutôt la parole, on a toujours trouvé quelque chose de très positif dans ses déclarations, toujours quelqu'un de posé, qui maîtrisait totalement son sujet. Donc on savait qu'un jour, cet entraîneur allait finir entraîneur d'une équipe, peut-être pas de Porto, qui allait finir entraîneur d'une équipe et qu'il aurait sa chance parce que forcément, il a toutes les capacités et malgré le fait qu'on jette un peu la pierre Serge Conceição depuis le début du podcast, on sait qu'il avait quand même un staff technique plutôt performant et plutôt qui savait ce qu'il faisait. Donc moi, sceptique, je suis moins de l'avis de Kevin, du dit qu'on s'y attendait pas du tout.
moi, j'ai vite senti que ça pouvait se faire du fait que le côté financier, comme tu l'as cité Alex au tout début, on a parlé des deux Herbie, on a eu je crois que j'ai vu des rumeurs de Valverde, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous, on n'a pas d'argent, on n'avait pas d'argent, et en vrai, c'était une des meilleures solutions du fait de tu peux promouvoir le vice-coach de ton ancien coach, du coup, c'est quand même un choix intelligent, il connaît quand même vachement bien le club, il connaissait tous les joueurs qui avaient déjà sur place. Tu sais qu'il a une politique de jeu qui pouvait être plutôt intéressante si tu lui lâchais les cartes. Après, je pense qu'il y a eu aussi des discussions avec la direction, savoir où on allait, dans quel sens on allait, dans quelle tactique on allait. Et c'est peut-être là qu'il y a eu une certaine concordance entre les discours, parce qu'on savait très bien que AVB, il l'a dit plusieurs fois durant sa campagne, qui voulait de nouveau un Porto qui joue au football, qui était vraiment le Porto qu'on a connu nous en tant que jeunes et depuis qu'on est petit avec Kevin et qui nous a fait gagner plein de titres. Il était vachement sur ça et je pense qu'il y a une certaine concordance dans le discours. Donc je vois ça d'un très bon œil. Plus le temps passe, plus Victor Bruno me plaît. Vous avez cité l'interview d'après-match quand il revient sur la pelouse avec Nuno Freitas-Lob, où il y a eu le moment où ils échangent par rapport au milieu de terrain, qui est incroyable, même s'il a dit qu'il voulait pas trop en dire par rapport à Ruben Amorim. Et ça, c'était un petit clin d'œil sympathique, je trouve. Déjà, c'est un clin d'œil sympathique tactique. Au niveau du Portugal, déjà qu'il n'y en a plus beaucoup entre les coachs maintenant, et qu'on préfère se tirer dessus. Donc là, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qui se passe. Je trouve qu'on a fait plutôt le bon choix. Sachant que voilà, comme j'ai dit, il n'y avait pas d'argent et le côté financier nous l'a dit, tu l'as dit, on a, je pense, énormément baissé la masse salariale de notre coach, en plus de certains joueurs qui sont partis comme Pep. Donc c'était un choix plutôt logique et plutôt intelligent et qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que c'est encore vachement tôt et qu'on est à la fin de la pré-saison seulement, porte plutôt bien ses fruits. Maintenant, on va voir durant le reste de la saison. En fait, dans ce contexte où on n'a pas d'argent, c'est peut-être le choix idéal. Parce que c'est vrai que quand on annonce le départ de Sergio Conceição, c'est vrai que tous les amoureux de football, même du FC Porto, c'est vrai qu'on souhaite vraiment une razzia du passé avec un nouveau entraîneur, avec, je sais pas moi, un nouvel jeune entraîneur portugais, un Luis Frère, ou je sais pas, un Daniel Souza, ou même un coach étranger un peu jeune, un peu hypé. On voulait tout ça, c'est vrai. Mais en vrai, quand tu prends du recul et qu'on t'explique que finalement, le club, il n'a pas de sous, il n'a rien, et tout, on le voit avec le recrutement qui est négatif, qu'il n'y a pas d'argent. Donc au final, tu te dis, c'est. Donc en fait, tu prends le numéro 2, et en fait, dans un contexte où, même s'il n'y a pas d'argent, tu vois, je te laisse Porto, il faut être compétitif directement, parce que je pense que même si les supporters sont patients, les supporters ne vont pas vouloir une 4e place, une 3e place, il faudra gagner maintenant. Donc gagner maintenant avec pas d'argent, en fait, il faut prendre un entraîneur qui connaît son effectif, et au final, tu regardes à côté, vas-y, on a Victor Bono qui est là. Donc voilà, lui, il te fera gagner du temps en fait. Et donc si ça se passe bien, tant mieux. Écoute, ça sera un pari gagnant d'AVB. Si ça se passe mal, personne en va tirer au bord parce qu'au final, tu n'auras pas d'argent. Et tu vas repousser le problème dans un an, en fait, dans un an ou deux, si ça se passe mal. Mais peut-être que dans un an ou deux, tu auras une santé financière qui ne sera pas la même. Tu auras peut-être plus d'argent pour cette fois commencer ton cycle et commencer avec les nouvelles ères. Donc au final, je trouve que c'est assez bien joué de la part de la direction de Porto. Je trouve aussi. Et surtout, comment tu vas attirer un top coach, entre guillemets, alors que tu ne vas pas jouer avec des champions cette année. C'est aussi un point qui est difficile à concevoir si tu veux avoir un très très bon coach ou un top coach. Et puis je pense qu'il y a eu de la part de joueurs qui connaissaient le staff technique de l'Air Conceição et qui sont encore à l'heure actuelle au club, quand ils ont vu Victor Bruno, ils ne se sont pas dit on récupère juste le numéro 2. Ils se sont vraiment dit ok, on est sur quelqu'un de nouveau, parce qu'ils sont quand même radicalement différents les deux, comme on a déjà cité par rapport à leur point. Et je pense qu'ils sont dit, même eux se sont dit pardon. Je te coupe vite fait, Louis, je te laisse compléter. Radicalement, je suis pas sûr, parce que quand tu es quand même 13 ans coach adjoint de Sergio Conceição, c'est qu'au final, tu as quand même des idées qui se rapprochent de lui, tu vois. Pardon, en termes de personnalité. En termes de personnalité, ok. Ok, pardon, en termes de personnalité, je pense que même en termes de communication entre la relation que tu peux avoir avec un coach, tu as joué au foot, on veut Kevin aussi, la relation que tu as quand tu as un coach qui est plutôt dur avec toi, c'est très personnel, mais il y a des joueurs qui vont très mal le prendre, d'autres qui vont très bien le prendre et qui vont être surmotivés. Et je sens que Victor Bruno est peut-être dans une communication un peu plus claire qui va avec beaucoup de joueurs avec lesquels on a eu des problèmes la saison dernière, par exemple. Je peux citer Ivan Jaime, Nico Gonzalez qui a quand même vachement galéré la saison dernière,
c'est des joueurs qui en pré-saison, je trouve qu'on les voit un peu plus. Gonçalo Borges, bon, même s'il y a peut-être un départ, on sent qu'ils sont à l'aise en début de saison. Dani Namazo, c'est pareil. Il y a plein de joueurs comme ça que j'ai vu en pré-saison où il y a quand même il y a une confiance en plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Et je sens que ces joueurs-là se sentent beaucoup plus à l'aise. Le retour de David Carmo, je ne pense pas qu'il soit anodin non plus. Et du fait qu'on le garde. Je pense qu'il a refusé. Je pense que même lui a refusé d'aller à l'Olympiakos. Et il s'est dit, je veux prouver au FC Porto, tu vois. Donc, ouais, totalement. Mais si Conceição serait resté, je suis pas sûr qu'il serait resté. Jamais d'avis. Voilà, tu vois, tous ces joueurs-là que je t'ai cités, je pense qu'il y a aussi il y a tout ce que j'ai dit par rapport à Victor Bruno, et moi je pense que on peut avoir quelque chose de très intéressant. Et pour faire un clin d'œil à Philippe qui avait fait un tweet au moment de l'élection de Victor Bruno, qui avait dit je pense à Victor Bruno qui me refait une année 2015-2016 comme quand Conceição est arrivé et a récupéré tous les anciens. Tout le caca, si je peux mettre ça entre guillemets, et a réussi la saison qu'il a réussi et qu'on a tous vu, qui était plutôt quand même un sacré exploit. Donc je pense que le théorème est grave plausible, et je trouve qu'il y a plutôt toutes les armes pour pouvoir le faire. Seulement, et t'as aussi t'as la prolongation de Vasco Souza, qui veut tout dire aussi, parce que je pense que si Sergio Conceição serait resté, Vasco Souza serait parti. Et Rodrigo Moll aussi. Après Rodrigo Moll, moins, parce que je pense que même si Sergio Conceição serait resté, au final, bon, il n'était pas vraiment, comment dire. Lui, même s'il perd une année, c'est pas très grave vu son âge, mais Vasco Souza, il est pour un début de 3 qui a 21 ans déjà, ou 22, c'était important pour lui qu'il commence à jouer en équipe première, parce que sinon, s'il refaisait une année en B ou autre, forcément, il aurait demandé un départ. Donc, je pense que tout ça fait que il y aura le FC Porto va, et du coup, ça me permet de parler du recrutement, il n'y a pas de recrutement, et je suis même pas sûr qu'il y ait un recrutement cet été, parce qu'il n'y a pas d'argent, tout simplement. Je pense que ce sera vraiment des retours de prêt et faire confiance à la formation, ou bien c'est peut-être une recrue maximum ou deux. Mais voilà, c'est les garçons, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous comprenez? Je pense que oui, parce qu'il n'y a vraiment pas d'argent. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même moyen de faire une bonne saison? Parce que là, il y a quand même un effectif qui est assez, je dirais pas qui est le meilleur du Portugal, mais qui est quand même compétitif, en faisant confiance à la formation, avec des Vasco Souza, des Rodrigo Moura, des Gonzalo Borges, même si là, on pourra en reparler s'il part à Strasbourg. Je pense que ce serait vraiment premier faux pas de la direction du FC Porto. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Louis? Et après, Kevin, tu compléteras. Alors, concernant le recrutement, je m'attends à rien, mais je pense pas être déçu parce que de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais réutiliser les mêmes termes un peu grossiers. Il n'y a pas de sous. Donc on va pas aller très loin et on va faire avec ce qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil par rapport à la première saison de Conceição il y a quelques instants. Tu vas faire avec ce que tu as. Je pense que tu as quand même un effectif assez compétitif. Comme tu l'as dit, on n'a peut-être pas le meilleur, mais il y a quand même il y a des bons profils, il y a des choses sympas. On change de type de jeu, donc peut-être qu'il y a plus de profils, comme j'ai dit, qui vont se révéler un peu plus. Moi, bon, s'il n'y a pas de recrue, c'est pas très grave. Par contre, faut qu'on fasse attention à certains départs. Ouais. Comme l'a dit hier Victor Bruno, et je pense qu'on est tous convaincus de ça, si ça tape la clause, et on en pense à 3 joueurs, on pense à Galeno, on pense à Chico, et on pense à Diogo Costa. Si ça tape la clause, on va pas vraiment avoir le choix, et ce sera comme ça, et c'est la loi du mercato. Sur les 3, il y en a un, je peux le ramener sans souci en Uber à l'aéroport, mais les 2 autres, j'aimerais bien les garder, je vous cache pas, parce que je pense que c'est quand même 2 éléments qui ont fait une très belle saison la saison dernière. Je parle de Chico et de Diogo Costa, même si Diogo Costa a été un peu moins bon, mais c'est pas non plus une saison catastrophique qui nous a sorti. On sait très bien qu'il a fait une très belle Coupe du Monde et qu'en plus de ça, c'est un gardien, un des meilleurs gardiens au monde, sans aucun souci. Et le fait de le garder encore un an, je trouve que c'est même déjà beaucoup de chance pour nous. C'est des éléments phares. Ces 2-là, je veux pas qu'ils partent. Donc qu'on fasse attention, parce que Gonçalo Borges, tu l'as dit, ça peut être un demi-faux pas à la rigueur. Mais ces 2-là, si on perd les 2, du coup, ça va être un peu compliqué, parce que on parle du capitaine maintenant, en soi. Et on parle de la pépite qui nous a absolument débloqué à chaque fois qu'on était en galère la saison dernière, et qui nous a fait une belle saison, et qui là a tout pour exploser aux yeux du monde, pour pouvoir justement faire le meilleur pas pour moi dans un grand club par la suite. Donc voilà, on fait attention au départ. Niveau des recrues, bon, je m'attends pas à grand chose. Il y en aura peut-être une ou deux qui vont se glisser, mais ce sera pas non plus. On
on va pas recruter Messi, on va pas recruter Ronaldo, on va pas aller chercher les grands noms, on va aller chercher plutôt sûrement intelligent. Et je pense qu'on a ce qu'il faut à la maison et partons à la guerre avec ceux qui sont là parce que je sens quand même une certaine énergie, une certaine alchimie dans le collectif par leur communication, comment ils réagissent par rapport aux réseaux sociaux, sur le terrain aussi, les envies qu'ils ont. Je ressens un Tony Martinez totalement concerné par le projet. Et pourtant, lui était loin d'être un des pires là-dessus. Je ressens des belles choses. Donc, voilà pour ce que j'en pense du mercato. Attention au départ. Partons avec la guerre avec ceux qui sont là. Et de toute façon, soyons indulgents. C'est la première année de notre nouvelle présidence, comme tu l'as dit. On va pouvoir faire des miracles. Construisons les choses gentiment et sûrement. Parce qu'on sait que ça va pas se faire en un an, ni en 2 ans, parce que comme il l'a dit, côté financier déjà, on en a pour un paquet d'années pour pouvoir rattraper la chose. Et faisons en sorte, comme il a dit dans sa campagne, d'être le club qu'on doit être et qu'on rêve d'être depuis un moment, et de bien construire des bases solides, et ça passe notamment par ça. Kevin, ton avis sur le recrutement qui n'y en a pas tout simplement, mais plutôt cette confiance en la formation, en des retours de prêt, etc. Alors pour moi, c'est un mercato qui sera dicté seulement par les départs. S'il n'y a pas de départ, je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée. À moins que, par miracle, ils décident de signer un joueur ou un poste où Victor Boun décide par exemple, de miser un peu d'argent et se dire que là, il y a quand même un manque, même si je pense pas trop dans l'effectif actuel. Concernant ce qu'a dit Louis, je pense que je suis pas trop d'accord sur le fait de garder Diogo Costa. Je pense que c'est la saison où quand même il s'est assez bien rentabilisé après son Euro. Je pense que c'est un peu le bon moyen de le faire partir aussi. Je pense que tu vas récupérer quand même un bon chèque et derrière, tu as quand même un joueur comme Claudio Ramos qui fait vraiment bien l'affaire. Ancien international portugais, qui a quand même un jeu au pied pas mauvais, qui est bon sur sa ligne, qui fera un parfait remplaçant pour moi. Donc si tu peux libérer de l'argent et en même temps tu as un bon remplaçant derrière, pourquoi pas. Après, il y a aussi peut-être le départ de Wendell. Ça se présentait depuis quelques semaines avant. Maintenant, il n'y a plus trop de rumeurs. Mais si tu as par exemple un départ de Wendell, pourquoi pas un retour d'Alexandro, qui apporte aussi un peu d'expérience et qui connaît le club. Et après, devant, j'ai un peu de mal. Je pense qu'il faudrait quand même un attaquant de pointe. Parce que même si on a quand même 4 attaquants de pointe, je trouve que par rapport aux autres clubs du Portugal, surtout Benfica et Sporting, je pense que c'est pas le même level. Mais malheureusement, il coûte 20-25 millions et tu n'as pas 20-25 millions à mettre. C'est ça. Et malheureusement, ce serait compliqué. Donc, on va faire quand même la saison avec Evanisson, qui est quand même pas un mauvais joueur, mais qui a quand même ses périodes et qui n'arrive pas à être à 100% tout au long de la saison. Et derrière, il y a quand même des joueurs. C'est des attaquants, mais c'est pas des très bons attaquants. Enfin, tu te dis, ils n'ont pas le niveau suffisant pour être titulaire dans le FC Porto. Et après, au milieu de terrain, je pense qu'on est assez complet. Je pense qu'il y a beaucoup de profils variés et il y a vraiment besoin de recruter personne, à moins qu'il y ait des départs. Et j'aurais peut-être, comme vous l'avez dit, aussi vendu Galeno. Galeno, tu le vends et après, peut-être, tu investis peut-être une petite partie sur un jeune en devenir à son poste. Mais voilà. Et la seule fausse note, entre guillemets, qui va peut-être arriver, c'est la vente de Gonzalo Borges, que je comprends pas. Pour moi, surtout que c'est un montant assez médiocre. Enfin, pour un joueur qui peut valoir le double s'il fait 6 bons mois. Donc, je comprends pas trop cette rumeur. Ça serait pour moi le premier faux pas. Parce que c'est quand même un joueur qui a fait une très très bonne pré-saison. Et que tu te dis que tu vas le vendre alors que tu aurais pu en tirer le double. Enfin, je comprends pas, c'est pas très logique. Et alors que tu peux par exemple vendre un Galeno, je pense qu'il a des offres et je pense que tu peux le faire partir à sa place. Donc voilà. Et après, comme vous l'avez dit, faire confiance à la formation. Il y a des joueurs qui ont totalement le niveau. On l'a vu en fin de saison dernière, Martin Fernandez, c'est limite un crack générationnel à son poste, tellement il est fort et tellement il est mature dans son jeu à cet âge-là. Carrément, il en vient même à concurrencer Jean-Marc, qui était proche de la sélection. C'est dire quand même le niveau. Tu as Rodrigo Moll qui arrive, tu as Gonçalo Souza à droite qui est un bon joueur, aussi un bon petit joueur, qui peut bien dépanner. Donc non, franchement, je ne changerais pas grand-chose dans l'effectif actuel, juste combler peut-être quelques manques si on arrive à mettre des sous dedans et surtout vendre des joueurs qui
qui ont une bonne valeur marchande et que tu sais que tu as un bon remplaçant derrière. Enfin, Je veux te rejoindre sur rebondir de nouveau comme tu as rebondi sur Diogo Costa. Alors, financièrement parlant, tu as totalement raison. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je pense que j'allais dire Claudio Bravo. Ouh là là, je suis fatigué. Claudio Ramge, de l'avoir renouvelé, et comme tu l'as dit, c'est un gardien complet et très fort. Je pense que c'était pas anodin. Et je pense quand on l'a renouvelé, on se préparait à une sortie de Diogo Costa et on l'a fait en plus, on a renouvelé son contrat avant le mondial. Donc c'est que c'était voulu et c'est qu'on savait que potentiellement durant le mondial, Diogo Costa allait se montrer de nouveau aux yeux du monde et que là, il y avait sûrement un départ. Donc financièrement parlant, oui, tu lâches Diogo Costa, c'est un des plus gros salaires de l'effectif. Ça ferait encore du bien et on serait encore dans la même politique avec les PEP, etc. Le fait d'avoir allégé aussi, de ne pas avoir pris un nouveau coach à l'appareil, Rugby Tabloun, etc. On serait toujours dans l'allègement de la masse salariale. Mais Diogo Costa, c'est Diogo Costa. On est d'accord là-dessus du fait que quand il est là, on a quand même une assurance touriste qui est quand même vachement bonne et qui nous sauve quand même pas mal de matchs. Donc je parlais plus dans le sens jeu du fait que j'ai pas envie de perdre tous mes cadres et que c'est quand même un profil beaucoup trop important pour notre effectif. Mais si ça vient à se faire, je ne veux pas en vouloir à la direction et je vais trouver ça totalement normal. C'est pour ça que c'est là où je te rejoins. Ouais, je pense que de toute façon, il faut un gros départ. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ouais. Avec la santé financière que tu as, il te faut un gros départ et ne pas le réinverser dans le mercato. Parce que si tu fais un gros départ, 45 millions, on va dire, du Costa 50 millions, et que derrière, tu achètes deux joueurs à 20 millions, au final, ouais, tu vas te renforcer au niveau de l'aspect sportif, mais financièrement, tu seras toujours autour dans le trou. Donc, je pense que la priorité aujourd'hui du FC Porto et d'AVB, c'est vraiment de, OK, rester compétitif, c'est le plus important dans le club, mais aussi de s'assainir financièrement parlant. Donc, pour moi, il te faut une grosse vente de 45, 50 millions pour la réinjecter dans la dette, pour combler un peu cette dette-là et faire des recrutements à pas plus de 5-6 millions. Et comme l'a dit AVB, de toute façon, ils ont refait une série de recrutements avec des scoutings et tout. Et donc, il faudra bien cibler le bon joueur avec le moins cher possible. Et ça passe par du travail. Ça passe par. Je pense qu'on le voit tous. Je pense qu'il manque, comme l'a dit Kevin, il manque pas beaucoup de joueurs en fait à cet effectif-là parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a une pluralité de profils qui est conséquent. Il y a plusieurs profils qui sont intéressants. Par contre, ouais, tu vois des manques. Tu vois, moi, je pense qu'il manque quand même un défenseur axe droit. Parce que je peux pas faire la saison. Là, en ce moment, il est irréprochable, il n'y a rien à dire. Mais quand on l'a vu en équipe B, etc., j'ai quand même peur du sur-régime, un peu comme il s'est passé avec Ferro à Benfica. Donc, pour moi, il te faut un remplaçant à Pep. Tu ne peux pas laisser partir Pep et recruter personne derrière. Il te faut un latéral gauche. Marcin Fernandes est très bon, mais ce n'est pas un latéral gauche de formation, c'est un latéral droit. Derrière, tu as Wendel, mais tu as Zaidou qui sort des ligaments, tu ne sais pas comment il va revenir. Et surtout que ce n'était pas non plus le joueur exceptionnel quand il était en pleine forme. Alors, en sortant des ligaments, tu ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment que ça, en fait. Parce que le reste, tu as tout ce qu'il faut. Même si je comprends qu'il faut un 9. Mais au final, tu feras la saison avec Wilson. Tu as Tony Martinez qui répond souvent présent. Tu as Namazo. Il va mettre 15 buts dans la saison. Voilà, il va faire son taf. Donc au final, je pense qu'il faut cibler vraiment les manques. Et donc pour moi, c'est défensivement. Et le reste, je pense que l'effectif est assez conséquent et tu as les moyens d'aller au moins dans les 3 premières places. Et par contre, il te faut une grosse vente. La grosse vente passe par Diogo Costa parce que c'est la vente, je pense, qui te fera le moins mal. Parce que tu as Claudio Ramos qui est totalement prêt. Alors que si tu perds un Chico qui est en pleine expansion, si tu perds un Pepe qui est énorme, qui est un très bon joueur et qui quand même fait des bonnes choses. Voilà, si tu perds un Diogo Costa et un Galeno, tu as récupéré 80 millions d'euros et sans trop perdre sportivement, je pense que tu n'es pas trop mal au sein du FC Porto. Et après, même moi, je serais pour la vente de Grujic, qui a quand même un salaire assez conséquent. Et je pense que c'est pas un joueur irremplaçable. Certes, il fait une bonne pré-saison, etc. Mais je pense que c'est un profil qui peut se remplacer facilement. Et son salaire est quand même assez conséquent. Je crois qu'il est dans le top 3 ou 5 des joueurs les mieux payés. Pour un joueur qui n'est pas forcément titulaire indiscutable, je trouve que c'est assez énorme pour un club comme le FC Porto. Et je pense que une vente m'aurait pas déplu, surtout que je pense que je le vois pas titulaire et je le vois pas déloger un Varela ou un Nico au milieu de terrain. Et je pense qu'il fera la saison en remplaçant, tu vois. Je pense qu'il faut 2 ventes maximum. Il faut récupérer au moins 70-80 millions, injecter 10-15 millions de transferts maximum et voilà, et tu vas faire ça pendant 2-3 ans, tu n'as pas le choix. Tu peux t'en sortir pour presque 90 millions. En vrai, Diogo Costa 60 et Galeno 30, je pense que c'est faisable. Pour moi, c'est faisable.
Les garçons, on va parler de la pré-saison au niveau des matchs amicaux. Alors, il n'y a eu que des victoires hein, contre Chavez, contre Nasser, contre je ne sais plus qui, National, etc. Des victoires par 4 buts d'écart chaque fois quasiment. Mais bon, au-delà de ça, on va pas vraiment revenir sur les résultats qui ont très peu d'importance au niveau de la pré-saison, mais plutôt sur les idées de jeu qu'on a pu voir de Victor Bueno. Louis, de mémoire, tu m'avais dit que tu n'avais pas vu énormément de matchs dû à ton travail, ce qui est logique. Donc, je vais plutôt me baser sur toi, Kevin. On va parler surtout des idées de jeu qu'on a pu voir au niveau de Victor Bueno par rapport à ce qu'on avait vu auparavant avec Sergio Conceição. On a vu aussi un pressing différent, un peu plus haut, peut-être moins intense, parce que c'est vrai que Sergio Conceição, où il était très fort, c'est vraiment un pressing intense de tous les instants. Voilà, vraiment des joueurs hargneux, ça là-dessus. Je pense que ça va être compliqué de remettre ça en place, même si ce n'est pas impossible. Mais un pressing un peu plus haut, un bloc médian un peu plus haut qu'avec Sergio Conceição, et des dynamiques différentes aussi, avec notamment, on a pu le voir avec des idées de jeu un peu plus innovantes, un peu plus modernes de ce qu'on voit actuellement aussi avec le football moderne, tout simplement avec souvent un latéral qui venait faire cette construction à 3 pour faire du 3+2. Avec, voilà, on n'était pas sur de 4-4-2 classique ou un 4-2-3-1. On avait aussi cette asymétrie au niveau des ailiers. Il a expliqué très bien d'ailleurs dans sa conférence de presse hier, avec un ailier vraiment qui colle la ligne pour apporter la largeur et un ailier qui est venu au centre du jeu pour avoir un autre milieu central supplémentaire. Voilà, Kevin, un peu ces différentes choses qu'on a pu voir avec Victor Bueno, choses qu'on ne voyait pas forcément avec Conceição. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que ça t'a plu de ce que tu as vu au niveau de l'identité de jeu du FC Porto? Alors sur l'identité de jeu du FC Porto, je trouve que c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Je pense pas qu'il y a pas non plus des choses. Voilà, mais il y a quelques subtilités par rapport à Conceição où la chose la plus marquante, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a 100 fois plus de jeux intérieurs que sous Conceição. Conceição, lui, c'était vraiment beaucoup de jeux sur la largeur avec très peu de jeux intérieurs. Et là, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de redoublements de passes à l'intérieur. Tu vois qu'il y a beaucoup de triangles, comme on dit dans le foot, ou de jeux à 3, où on va chercher souvent le triangle pour créer le déséquilibre à l'intérieur. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on ne l'utilisait pas du tout sous Conceição, alors que c'était vraiment une donnée essentielle dans le foot, surtout quand tu joues face à des blocs bas, ou jouer à l'intérieur du jeu, dans les petits espaces, et après aller sur la largeur, c'est ce qu'il faut faire, et on ne le faisait pas trop avec Conceição. Donc ça, j'ai bien aimé en tout cas de ce que j'ai vu, et que ça responsabilise aussi un peu plus le 10, le mec qui joue à l'intérieur, parce qu'il sera plus à la dernière passe, alors que sous Conceição, le 10, il touchait quasiment pas le ballon, hein. C'était que les ailiers qui touchaient, ou la plupart des différences se faisaient sur le côté, alors que là, là tu vois par exemple le but de Jaime, c'est l'attaquant qui décroche, qui fait une talonnade pour l'ailier, et c'est du jeu intérieur, tu vois, c'est pas du jeu sur la largeur. Donc ça, c'est des choses que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi l'apport des milieux offensivement, où j'ai trouvé que, il y avait beaucoup de joueurs dans la surface par rapport à ce que demandait Conceição, où par exemple, tu avais une projection de 5 joueurs dans la surface. Par exemple, sur le but de Nico, où tu as 5 joueurs dans la surface. Je pense que ça n'arrivait pas tout le temps avec Conceição parce qu'ils avaient un peu moins de liberté offensive. Donc, il y a aussi cet aspect-là que j'ai bien aimé. Et il y a toujours aussi cette surresponsabilité des latéraux. Je trouve que plusieurs fois, c'est eux qui font le jeu. C'est eux qui créent les différences sur le côté en rentrant à l'intérieur avec Martin Fernandez ou avec João Mal. Et je trouve que c'est très bien. Et je pense que ça, il a bien raison de se baser là-dessus. Et après, j'ai surtout peur, c'est plutôt défensivement, comme tu l'avais dit. Je pense qu'on est un peu friable défensivement. Ou Zépé et Otavio, je pense que quand le niveau sera un peu plus élevé, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Et que Martin Fernandez et João Mal, ce n'est pas des défenseurs purs de métier. Je pense que c'est plus sur ce point-là qu'il faudra travailler de la part de Victor Bueno. Mais voilà, sur l'aspect tactique, je pense que c'est les choses que j'ai retenues, en tout cas. Louis, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou pas du tout par rapport à ce que Moi j'ai bien aimé l'animation milieu de terrain. Bon, ça a déjà été dit, j'ai trouvé ça vraiment sympa, et de laisser les clés à Nico Gonzalez, espèce de 10 là, et j'ai vraiment trouvé ça sympa, sachant que j'ai senti qu'il était totalement libre et qu'on était au maximum de ses capacités. Après, c'est pas sûr que c'est un poste là avec le retour de Pépé. Oui, ouais, on est bien d'accord. Mais s'il est intelligent, et je pense qu'il l'est, il va pas le mettre dans l'axe, il va remettre Pépé sur un côté. Oui. Pour préparer un départ de quelqu'un. Logiquement, hein, c'est ce que j'aurais fait, pardon. Et j'allais dire autre chose. Je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus. Tant pis.
Voilà, c'est un beau trou que j'ai. J'allais dire autre chose par rapport à ça, putain. Je C'est sais pas plus. grave. Ça reviendra. Je vais te poser la question du coup sur les objectifs de la saison du FC Porto. Alors, tu l'as dit, hein, ça va être compliqué d'être exigeant, même si vous êtes le FC Porto et que le FC Porto doit gagner le titre chaque année. Et d'ailleurs, Moi, je me vas-y. rappelle. Kevin, il a parlé d'Otavio et il lui trouvait pas, il a bugué, et qu'il trouvait pas assez de garantie par rapport à Otavio. Je trouve que par rapport à la saison dernière et comment il est arrivé et si je peux utiliser ce terme-là, dans l'écosystème dans lequel il est arrivé, je trouve qu'il a répondu quand même vachement présent. Même quand ça a été durant les grands matchs, je l'ai trouvé plutôt très fort et je pense qu'il a un vrai potentiel. Et même si c'était peut-être un peu cher d'avoir mis 12 millions à ce moment-là, c'était peut-être un panic buy, Ouais. je pense il a tout pour répondre aux attentes. Et moi, j'attends vraiment une vraie continuité de lui que sur les 6 derniers mois qu'il a eu. Donc, ok pour la question sur Zepedre, parce que ça, là, je le comprends et qu'on a parlé de la surperformance comme tu l'as cité. Mais autant Otavio, je pense il a quand même déjà bien porté le maillot et j'attends une saison de confirmation. Parce que je pense que s'il y a une vraie saison de confirmation, pardon, ça peut être un joueur qu'on peut vendre. Mais attention, à moindre mesure, sans s'emballer, mais je pense que c'est là où je suis moins d'accord par rapport à Kevin. Après, le truc, c'est que dans son profil, tu as David Carmo. Et qu'est-ce qu'on fait de David Carmo aussi? C'est ça aussi C'est vrai, qui va être intéressant à c'est suivre. vrai. Parce que tu as deux gauchers forts à la relance, même si Mhm. Otavio va bien plus vite que David Carmo. Je ne sais pas si les deux vont pouvoir rester au sein du même effectif parce que c'est quand même des gros achats. C'est vrai. L'un est le plus gros achat du Football Club du FC Porto et l'autre a coûté 12 millions et qui n'a pas été encore payé à Famalicão d'ailleurs. Mais voilà, donc. Comment tu vas faire pour gérer cette concurrence-là, qui est une très grosse concurrence, hein, c'est très bien pour le club, mais voilà, je ne suis pas sûr que les deux restent au sein du 31 août. C'est vrai qu'on Euh, aimerait avoir une autre concurrence sur d'autres postes plus qu'à celui-ci. les gars. En tout cas, c'est là que vous êtes tranquille. Voilà, je vais revenir aussi sur les objectifs du club. Oui, Forcément, comme tu l'as dit, on ne peut pas attendre tout de suite monts et merveilles et gagner le triplé au Portugal. Enfin, voilà, c'est une saison un peu de transition, hein, on ne va pas se mentir, avec justement tout à le fait fait. que le club n'a pas de sous. Mais de l'autre côté, vous êtes le FC Porto, et le FC Porto doit être compétitif chaque année, et le FC Porto doit gagner des titres chaque année. Qu'est-ce que pour toi sera une bonne saison du côté du FC Porto? Est-ce que tu attends forcément un titre, ou est-ce que tu attends du moins que vous luttez pour tous les titres? Voilà, qu'est-ce que toi tu en penses un peu de tout ça? Alors, je suis le FC Porto, même si c'est une année de transition, je vais avoir la rigueur que doit avoir un supporter du FC Porto, la rigueur qu'on a déjà eu à des années en se plaignant de plein de choses, en sortant des mouchoirs blancs quand peut-être des fois c'était un peu dur et un peu injuste. Je veux le titre. Il y a pas de débat à avoir. Je veux le titre. On a déjà eu le titre dans des années plus difficiles que celle-ci. Enfin, plus difficiles. Peut-être en termes d'effectifs, pas peut-être en termes de changement total. Parce que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité au début quand on parlait du côté financier, c'est qu'on gère encore nos problèmes avec BMG, Villas-Boas qui doit se déplacer tout seul au Brésil pour pouvoir gérer les dettes. On essaye de renouveler le contrat d'Itaka où s'était fait totalement bananer de base avec l'ancienne direction. Et là, on essaye c'est assez aberrant par rapport à Pôle commercial et la gestion. Enfin, déjà, on essaie de remettre les choses qui sont déjà de base à nous, qu'on essaie de les réavoir. Et de là va pouvoir s'en suivre la santé financière et tout ce qui va avec. Et quand un club a une santé financière, généralement, ça se passe plutôt bien après. Mais pour revenir à ta question, en ce qui concerne en soi la saison, bah, je veux être champion. Je pense que je peux être champion. Par contre, je vois très bien la concurrence qui est totalement prête. Est-ce que On si regarde est-ce que tu entends dire rigueur à la direction ou à Vitor Bueno? Pardon? Si tu n'es pas champion, imaginons, vous n'êtes pas champion, vous êtes pas Je peux pas champion, en vous vouloir à ma direction. Je peux pas en vouloir à ma direction. Comme on l'a dit et je pense qu'on l'a répété maintes et maintes fois quand on a fait des spaces, quand on a parlé des élections, etc. Euh, la première année, la deuxième année et surtout dans quel environnement évoluait le FC Porto ces derniers temps, relever la barre, ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en un an, ça se fait pas en 2 ans. J'ai cité tout à l'heure, Villas-Boas l'a dit maintes et maintes fois, c'est en plusieurs années et le côté financier est très important par rapport à ça.
Donc non, je pourrais pas en vouloir s'il n'y a pas de titre cette année. S'il n'y a pas de titre cette année, ce serait en fait limite déjà plus normal que de demander les titres, soyons honnêtes. Mais je pense qu'avec cet effectif, on peut partir à la guerre et je pense qu'on peut aller Il y a, chercher. il y a moins de lutter, quoi. Tu peux pas arriver en février et ne plus rien jouer contre ça. Voilà, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu veux pas arriver en février, t'as pas de Coupe de la Ligue, t'es fait éliminer en demi, t'es déjà plus en Coupe du Portugal, le championnat, t'es distancé à 15 points. C'est ça. Et voilà, j'allais dire la Ligue des Champions. D'accord. Non, il y a plus rien. Non, tu peux pas non plus, non. Justement, du fait peut-être qu'aussi on soit dans une compétition européenne moins bonne, je pense qu'on peut aussi plus se concentrer à l'échelle nationale et justement bien travailler là-dessus et faire quelque chose. Je n'en voudrais pas à ma direction, même si l'année prochaine il n'y a pas, j'en voudrais pas. Après, au bout d'un moment, il va falloir que le FC Porto soit le FC Porto. Comme je l'avais dit il y a quelques émissions, faut pas qu'on ait peur de redevenir le club qu'on était dans les années 70 avant notre réussite. Et je veux pas qu'on retourne là-dedans. Et c'est justement pour ça que je demandais le changement de direction. Donc si après ce changement de direction que j'ai tant milité moi en tant que socio du FC Porto, j'ai le retour que je pensais avoir avec l'ancienne direction, bah alors là il y aura un problème, on va se reposer des nouvelles questions. Mais sinon non, cette saison-là je pourrais pas en vouloir à ma direction, mais je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Ouais, je pense que sur un cycle de 3 ans, il faut être patient. Voilà, c'est ça. On lui demander en fait d'aller au stade et se faire plaisir. On est au stade, c'est le plus important. Je Déjà, pense que déjà. quand tu es en mode de rénovation d'un effectif ou plutôt d'un projet, il faut aller au stade et prendre du plaisir en allant au stade et lutter pour les titres. Après, si tu gagnes pas de titre pendant 2-3 ans, avec tout ce qui se passe au niveau financier, c'est pas un drame absolu. Après, commencer un cycle, c'est 3, 4, 5 ans. Au bout de ce cycle-là, si au bout de 3-4 ans, il faut commencer à regagner, ça c'est tout à fait logique. Kevin, voilà, la même question que j'ai posée à Louis. Quels sont pour toi les objectifs du FC Porto? Et toi, qu'est-ce que tu attends vraiment de la saison du FC Porto? Après, on sera peut-être en concordance. J'ai pas écouté ce qu'il a dit et je m'en excuse. Mais pour moi, ce serait déjà le titre. Je pense que ça sera compliqué déjà d'aller chercher, vu que avec le peu de moyens qu'on a, et je pense que Louis a dû le dire aussi. Je pense que le titre, c'est un objectif qui a. Enfin, on en rêve toujours. On voudrait avoir ce titre, mais je pense que c'est un objectif qui ne sera pas réalisable, en tout cas pour l'année qui arrive, pour l'année qui arrive et peut-être l'année d'après. Mais en tout cas, construire des bases solides et en moins peut-être s'accrocher à une qualif en Ligue des Champions, ce serait déjà pas mal. Je pense que ça ferait déjà du bien dans les finances du club. Une bonne qualification en Ligue des Champions. Pourquoi pas gagner une coupe du Portugal ou une coupe de la Ligue, ce serait pas mal. Ça apporterait déjà un peu une sérénité au sein du club en se disant on a déjà gagné une coupe, c'est pas mal, on est sur le bon chemin encore. Je pense que ça donnera déjà un peu plus de motivation au club et un peu plus de crédibilité parce qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont rien gagné, donc tout reste à faire. Donc pour moi, ça serait une qualif en Ligue des Champions, bien figuré quand même en Ligue Europa parce que on sait ça, on n'aimait pas cette compétition et faisait en sorte de nous ridiculiser à chaque fois dans celle-ci. Donc au moins faire bonne figure et potentiellement au moins atteindre l'écart. Après, ça dépendra du tirage et de la qualité de l'effectif parce qu'on a quand même un effectif qui est pas rodé pour les gros événements. Déjà défensivement, tu as très peu de joueurs qui ont joué avec des champions. Donc il faudra quand même être patient, mais je nous vois faire quand même une bonne saison où on va prendre du plaisir et déjà l'incorporation des jeunes, je pense, va faire déjà pas mal de bien à ce club où on aura quand même, comment dire, on se reconnaîtra plus dans les joueurs du club, où on aura quand même cette appropriation du joueur en tant que tel en disant lui, c'est un jeune du club, il a les mêmes valeurs que moi, du coup, regardez où il en est, il a quand même réussi à gravir les échelons, donc c'est une bonne chose. Donc voilà. Ce que tu viens de citer, Kevin, je vais rebondir, c'est surtout le dernier argument, c'est très important. Je pense qu'en vrai, le vrai pari de la direction cette saison déjà, et le vrai trophée qu'ils peuvent nous ramener, c'est renouer le lien qu'il y a avec les socios du FC Porto. Parce qu'en vrai, ça fait des années que les socios du FC Porto n'ont plus de lien, ils ne se reconnaissent plus avec la direction et ils ne se font pas plaisir au stade.
C'est aussi pour ça que la capacité et le public s'est réduit au niveau du stade. Et on sait très bien la politique. Et vous avez fait un super podcast que vous pouvez retrouver concernant le football portugais, la capacité des stades et la culture de pourquoi c'est un pays de foot et pourquoi c'en est pas un. Parce qu'il y a des arguments des deux côtés. Et là, si tu renoues tout ça, et faut savoir que quand même le public est le 12e homme. Et c'est quand même ça qui va te redorer le blason et qui va redonner goût aux supporters, aux joueurs et à la direction d'aller sur la même lancée et de relancer totalement le club. Donc là, vraiment, je pense qu'on est en train de le faire. On est plutôt en train de le faire, comme vous avez cité, la communication auprès des sociaux, etc. Là, tous les jours, on voit des gens avec des cartons, etc. Et on est vraiment sur cette politique-là. Si tu fais ça, je pense que tu as déjà tout gagné sur cette saison et tu vas partir encore plus fort pour la saison prochaine. Les garçons, Et ça passe par nos petits jeunes qui sont en train de briller. Ça passe par le côté financier, les bons choix, des performances sur certains matchs qu'on attend. C'est très bien que les classicos, etc., ça reste toujours très important. Même quand c'était dans les plus durs, on y arrivait, mais il faut continuer. Ça reste très important pour nous et pour le club et pour le public. Donc voilà, je pense que le vrai premier pari de cette saison, c'est celui-ci. tout à fait. Et on fera un bilan en fin de saison pour savoir si ça a été positif ou pas, si c'est de bonne cœur ou bien si la première année de la présidence d'AVB a été une catastrophe ou pas. On verra tout ça en fin de saison. Les garçons, on arrive à la toute fin de ce podcast. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Chose que vous avez oublié de dire, que j'ai oublié de mentionner. Moi, je suis content pour David Carmo. Je pense qu'il va nous faire une bonne saison. On a parlé d'ailleurs, j'en parlais un peu avec Louis quand tu n'étais pas là. Ouais. Il y a le même profil avec Otavio en fait. Donc évidemment, je pense qu'il y aura forcément un départ des deux parce que je ne vois pas les deux rester en concurrence, sachant que l'un a coûté 20 millions, l'autre a coûté 12 millions. Comment tu vas faire pour gérer un peu tout ça? Ça va être intéressant à suivre, sachant qu'ils ont exactement le même profil, même si Otavio va plus vite que David Carmo. Ouais, après, je me dis, potentiellement, ils peuvent peut-être aligner tous les deux avec un Otavio peut-être un peu plus excentré à gauche et Carmo à sa place. Ouais. Après, je veux dire, on l'a pas vu en pré-saison. On l'a vu aussi un tout petit peu, mais potentiellement une défense à 3, ça peut coller aussi. Sur les premiers matchs, non? Ouais, on l'a vu un peu, mais c'était pas forcément. Ça, il me semble, ouais. C'était pas forcément dit comme ça, mais tu avais plus un Otavio en tant que latéral. Mais je pense que ça peut être aussi une bonne chose parce que je pense que David Carmo dans un rôle de central dans une défense à 3, je pense que c'est le meilleur poste pour lui. Je pense que déjà dans sa capacité à gagner ses duels aériens, c'est une tour de contrôle. Franchement, les duels gagnés, c'était impressionnant déjà sur la pré-saison, même si le niveau n'était pas énorme. Mais même au niveau de la relance, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il prenait beaucoup de confiance et que les passes, les passes qui cassent les lignes qu'il faisait au départ, même qu'on voyait des fois à Braga et des fois aussi par séquence au sein du FC Porto, là, on le retrouvait. J'avais l'impression qu'il avait plus de confiance en lui et qu'il se disait, bon, ça, je peux le faire et le coach, il va pas me crier dessus. Enfin, je trouve que c'est encourageant, en tout cas, pour la suite. Est-ce que vous avez des mentions spéciales? Je peux ajouter un petit truc? Vas-y, Louis. On en a assez parlé, on en a beaucoup parlé. Les petits jeunes, là, nos petits diamants bruts là, qui se passent, qui en sont en train de jouer, qui sont en train de prendre du galon, et qui sont en train de kiffer sur le terrain, et qui, nous, on est en train de kiffer à les regarder comme ça. C'était pas du tout dans notre politique avant. Notamment par notre ancien... ou de la case, ou je sais pas quoi, il y a un petit surnom qui a été mis en place pour eux, c'est cool à voir. Pardon? Il y a même un petit surnom qui a été mis en place pour eux. Donc, ouais, j'ai vu sur les réseaux, tu vois. Rien que ça, et tu vois la hype qu'a le public par rapport à ça, et on a recité la vidéo de Rodrigo Mora, et les gens, quand ils lui disent ouais, t'es le futur, t'as ça l'accroche, ça le truc, tu vois, quelque chose où avant, Rodrigo Mora, Bache, etc., et d'autres joueurs qui sont passés, qui sont déjà partis, on savait qu'ils avaient le potentiel pour avoir cette hype-là, et malheureusement ont été barrés, et en fait de voir ça, et moi je suis grave content. Je pense que comme n'importe qui supporter de son club veut avoir des pépites qui sortent de son centre de formation, veut qu'ils performent en équipe A avant de prendre leur envol, et ça c'est totalement normal dans le football actuel, mais je veux ça, et rien que ça, moi ça me donne le sourire, ça me fait kiffer, et de les voir en plus performants, ça nous donne peut-être raison par rapport auparavant aux analyses qu'on avait eues du fait qu'on ne donnait pas assez la chance aux jeunes au FC Porto, et
Et bon, c'est bien sûr, je veux pas vendre la charrue avant les bœufs, je reviens avec mes expressions de naze là, mais le fait de les voir comme ça, et c'est vrai qu'on n'était plus du tout habitués, et bah bon, ça me fait vraiment plaisir, et ça c'était vraiment un point que je voulais souligner sur cette pré-saison. Ok, garçon, bah, je pense qu'on a été complet, 1 heure pile poil quasiment. Donc voilà, je pense. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé à ce podcast. Merci à nos auditeurs qui vont nous écouter. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez débattre sur ce sujet. Je pense que le FC Porto est un sujet où on peut avoir pas mal de débats assez enthousiasmants. Donc voilà, n'hésitez pas à partager nos contenus, n'hésitez pas à liker nos contenus et on se retrouve très bientôt. Merci. Les mentions, au revoir, les mentions. Les Tu mentions. les as citées, après tu as coupé. Bah ouais, faut bien mentionner quelqu'un qui fait son anniversaire et qui est dans le groupe. C'est vrai, mention. Et oui, c'est aujourd'hui, même s'ils vont le voir en décalé. On souhaite un joyeux anniversaire à Philippe. Philippe, je ne vais pas le dire, mais vas-y, je vais te dire mention joyeux anniversaire qui est Philippe, en espérant que tu sois plus dans une favela, que tu sois dans la merde. Non, plus sérieusement, très bien pour toi. J'espère que tu profites bien. Bonnes vacances, joyeux anniversaire, et on te kiffe grave. Bisous. Si vous voulez dire un petit peu mot avant de quitter. Moi, je fais le même clin d'œil pour mon meilleur pote, du coup, parce que c'est le même jour à David. Pareil, c'est son anniversaire, donc j'en fais un petit clin d'œil aussi. Bon anniversaire à David et Philippe, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont les mêmes jours. Les deux potiches en plus. Deux potiches qui vont au stade avec nous, donc voilà, un petit bisou et pour dire qu'on les aime fort, tout simplement. Oui, aimer, c'est un grand mot, mais oui. Non, on vous kiffe et prenez soin de vous. Joyeux anniversaire à eux ou deux. Et merci à tous encore. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao.